Grâce déchue, elle rayonnait. Tout ce dont elle avait rêvé devenait enfin réalité. Dans mon esprit, tout était clair. Je passerais le reste de ma vie avec Bethany. Elle allait devenir ma femme. Et cette pensée m'emplissait d'une joie profonde. Pour elle, Tyler représentait bien plus qu'un homme. Il était un être en quête passionnée de Dieu. Tout comme elle, il poursuivait une vie pleine de sens avec la même intensité qu'elle. C'est cela, plus que tout, qui l'attira vers lui. Le jour du mariage. La façon dont elle le regardait, c'était plus que de l'amour. C'était presque une forme d'adoration. Et, à vrai dire, cela me fit peur. À la lumière du jour. Ma bénédiction est aussi mon fardeau, c'est mon charisme. J'ai toujours été charismatique. C'est une vérité que j'ai acceptée dès le début. Et que j'assume encore aujourd'hui. Mon énergie est électrique. Magnétique. Elle influence ceux qui m'entourent. Dieu avait, selon Tyler, choisi notre groupe pour être un exemple vivant au reste du monde, montrer ce que signifiait vraiment vivre en communauté. Vivre comme de véritables chrétiens. De manière radicale. C'est ici, dans cette maison, que Bethany et Tyler ont vécu juste après leur mariage. C'est aussi là que tout a basculé. À partir de ce moment, on ne pouvait plus nier qu'il s'agissait d'une secte. Une secte à part entière. Et dangereuse. Les membres obéissaient sans poser de questions. Ils ne prenaient plus de décisions par eux-mêmes. Certains des propos tenus par Tyler étaient incohérents. Parfois même délirants. Mais une fois plongés dans ce monde, tout cela paraissait normal. Vous avez été décrit comme un gourou. C'est possible. Mais je ne pense pas. Vous ne croyez pas que le groupe que vous avez contribué à fonder était une secte? Non. Et personne de réellement qualifié, n'a jamais utilisé ce mot. Reportage de KCTV5 News, le corps de Bethany Deon a été retrouvé dans une voiture. Au bord du lac Longview. Un sac plastique sur la tête. Une jeune mariée qui se suicide seule au bord d'un lac? Quelque chose ne collait pas. A-t-elle vraiment mis fin à ses jours? Je ne le crois pas. Pour moi, c'est un meurtre. Elle n'est pas morte de cause naturelle. Oui, ma relation avec Bethany était tendue. Mais une relation difficile ne fait pas de moi un assassin. Je ne veux pas de vengeance. Je veux la justice. Je veux la vérité. Pour Carol Lidlin, les yeux bleus profonds de sa fille Bethany sont un rappel quotidien d'une vie volée. Je veux que le monde sache au-delà de sa beauté évidente. De la douceur de sa voix. De son petit rire et de ses gestes pleins de délicatesse. Bethany était une personne profondément aimante. Intelligente. Et incroyablement attentionnée. Les Lidlin ont élevé leurs 5 enfants dans une maison chrétienne stricte. Dans la banlieue de Dallas. Éduquée à la maison. Bethany, brillante écrivaine, a obtenu une bourse pour la Southwestern University. Près d'Austin, au Texas. L'université était diverse. Ouverte. Nous avions discuté des différents types de personnes qu'elle rencontrerait là-bas. Et effectivement, elle les a rencontrés. C'est à Southwestern que Bethany fit la connaissance de Tyler Deon. Celui qui allait devenir son mari et qu'elle entra dans un cercle de jeunes chrétiens partageant les mêmes convictions. Au début, tout semblait anodin. Bethany, encore étudiante, avait simplement commencé à prier avec Tyler et 2 autres personnes. Une fois par semaine, ils se réunissaient. C'était simple, sincère. Mais très vite, ce petit cercle prit de l'ampleur. Mais si l'histoire n'avait été que celle d'une jeune femme partie à l'université et tombée amoureuse de l'homme de sa vie, elle s'arrêterait là. Malheureusement. Ce qui avait commencé si innocemment sur ce campus, un amour idéaliste et une foi fervente, allait bientôt se transformer en un labyrinthe d'illusions, de manipulation, et, au final, une mort mystérieuse. Je n'aurais jamais cru que mon cœur puisse battre encore une fois. Ni que je puisse reprendre un seul souffle. Nous nous endormions en pleurant. Et nous nous réveillions de la même manière. L'histoire remonte à 7 ans plus tôt. Je suis quelqu'un de passionné. Et quand une personne authentique partage sa passion avec sincérité, cela attire naturellement les autres. Le charisme de Tyler ne tarda pas à captiver Bethany, ainsi que de nombreux étudiants. Il dirigeait souvent des séances de prière intenses où l'on tentait de guérir les malades et de chasser les esprits maléfiques. Eric et moi savions qu'il faisait cela. Et nous étions ravis. C'était merveilleux. Pensions-nous.
qu'elle ait trouvé des amis avec qui partager sa foi. Très vite, Tyler se lia d'amitié avec Micah Moore, un étudiant intense venu de Houston. Tous deux étaient musiciens. Tous deux passionnés par la découverte de Dieu. Un autre étudiant, Bose Harrington, fut introduit dans le groupe par Bethany elle-même. Lui aussi fut séduit par Tyler. J'ai rencontré Tyler dès sa première semaine à l'université. En 2005. Il semblait humble, gentil, généreux, un homme en qui l'on pouvait avoir confiance. Et cette confiance, beaucoup la lui accordaient rapidement. Tyler devint, sans que personne ne le désigne officiellement, le chef du groupe. Il croyait que le réveil spirituel allait toucher l'université de Southwestern grâce à leurs prières. Et qu'est-ce que cela voulait dire? Que plus nous prions, plus des miracles se produiraient. Et que les gens afflueraient vers notre groupe. Tyler pensait-il être un prophète? Il se disait apôtre. Et vous? Qu'en pensiez-vous à l'époque? Ça nous paraissait raisonnable. Il expliquait tout d'une manière logique, convaincante. Et Tyler faisait totalement sens pour Bethany. Elle croyait avoir trouvé l'homme de ses rêves. Elle se confia à son amie de toujours, Taran O'Brien. Elle m'a dit qu'elle avait rencontré un homme incroyable. Brillant. Qui aimait Dieu. Aimait les autres. Voulait partir en mission. Prier. Et vivre une vie de foi comme elle. Elle était sur un petit nuage. Mais au même moment, Tyler traversait une lutte intérieure profonde. Il croyait être homosexuel. Et il passait ses journées à tenter de réprimer, voire de changer son orientation. Dans les milieux chrétiens conservateurs dans lesquels nous avons grandi, l'homosexualité était perçue comme un choix, quelque chose qui pouvait être corrigé, guéri. Et Bethany voulait l'aider à se guérir. Pour moi, être gay signifiait être une personne brisée, presque mauvaise. On ne pouvait pas aimer Dieu si on était gay. Donc non, je ne m'identifiais pas comme tel. En 2007, la vie religieuse de Tyler prit un tournant majeur. Il décida de se consacrer pleinement à la mission et se rendit à Kansas City pour assister à une conférence nationale organisée par l'Église appelée International House of Prayer, ou IHOP. Dans cette époque urgente, suscite une génération qui élèvera ton nom, Jésus. Et c'est ce qu'ils ont fait. Tyler, Bethany, et plus de 20 membres du groupe quittèrent Southwestern University pour Kansas City. Là-bas, ils étudièrent et prièrent à IHOP, avant de s'installer dans 2 maisons distinctes, séparées par genre. Ils se faisaient appeler la communauté. Ils vivaient ensemble, mangeaient ensemble, travaillaient à mi-temps, partageaient leurs revenus. Bethany reprit ses études et devint infirmière. Mais qui décidait des règles? C'était Tyler. Et ce n'était que le début. Selon Bose, Tyler contrôlait tout, ce que les membres devaient porter, à quelle heure manger, et même les relations amoureuses. Si quelqu'un ne respectait pas les règles, il y avait des sanctions. Quel genre de punition? Cela dépendait de la personne. Un exemple? Il y avait une fille qui s'isolait. Elle devenait distante. Alors ils ont enlevé la porte de sa chambre. Et quand Bose osa remettre en question l'autorité de Tyler, il fut mis à l'écart. Banni. Il ne te parlait plus du tout? Non. Parfois. Il glissait une note sous la porte. 1 fois ou 2 par mois. Peut-être. Et cela a duré combien de temps? 8 mois. 8 mois? Pourquoi être resté? Parce que je croyais sincèrement que nous avions une mission ensemble. C'étaient mes amis. En 2010. Après le déménagement de la communauté à Kansas City, Tyler connut un bouleversement personnel. Il commença à ressentir quelque chose pour Bethany. Une nuit, elle m'appela. Moi et Tyler avons eu une grande conversation. Il a vu combien je l'aimais. Il a eu une révélation. Il croit qu'il a été guéri. Et maintenant, il ressent une attirance pour moi. Étiez-vous amoureux de Bethany? C'est une excellente question. Je l'aimais. Mais étiez-vous amoureux d'elle? Je pensais sincèrement que oui. Après de brèves fiançailles, Bethany et Tyler se marièrent en août 2012. Le jour du mariage, l'ambiance était joyeuse, légère, presque euphorique. Je souriais tellement que mes joues en étaient douloureuses. Mais pour les proches de Bethany, quelque chose n'allait pas. Ils se sentaient mis à l'écart. Spectateurs d'une sorte d'union, quasi messianique. Elle était toujours belle.
dit l'une de ses amies. Mais c'était une beauté fanée. Flétrie. Ce n'était plus Bethany. Taran, son amie de toujours, eut un mauvais pressentiment. J'ai eu la sensation que ce serait la dernière fois que je la verrais vivante. Comme si, en épousant Tyler, elle s'était éteinte. C'est une photo de mariage qui pourrait attendrir le cœur de n'importe quelle mère, Bethany Deon. Jeune mariée rayonnante. Prête à commencer sa nouvelle vie. Elle souriait. Elle faisait au revoir de la main. Elle semblait heureuse. En août 2012, Bethany et Tyler partirent pour une lune de miel de 2 semaines. Et malgré toutes ses réticences envers Tyler, Carol Lidlin, sa mère, voulait y croire. J'étais heureuse pour elle. Même si je ne comprenais pas tout. Elle a toujours été une fille intelligente. Elle n'a jamais pris de mauvaises décisions. On lui faisait confiance. Mais cette confiance allait être trahie. Une fois arrivée au Costa Rica, Bethany découvrit une vérité troublante. Vous êtes partis en lune de miel. N'est-ce pas? Oui. Et vous n'avez pas consommé le mariage? Non. Betty et moi. Nous n'avons jamais fait l'amour. Bien qu'ils aient cru que les prières avaient guéri Tyler de son homosexualité. La réalité était tout autre. Je sais que vous me regardez avec incrédulité. Et c'est normal. Mais j'étais dans un déni total. Un aveuglement complet. Une rationalisation délirante. Bose Harrington, un autre membre du groupe, avait déjà perçu des signaux étranges bien avant le mariage. Il nous avait dit qu'il s'était entraîné pour sa lune de miel avec un autre homme. Ce n'était pas sexuel, disait-il. Juste physique. Et dans nos réunions, ça semblait normal. Après le mariage, Tyler continua d'avoir des contacts intimes, mais non officiels, avec plusieurs hommes du groupe. Dont Mika Moore. Était-il votre amant? Non. Enfin. Pas exactement. Vous aviez une relation sexuelle avec lui? Oui. Et cela, pendant que vous étiez marié à Bethany? Oui. Bethany le savait-elle? Pas à ma connaissance. Bethany, elle, s'enfonçait dans une souffrance silencieuse. Le manque d'intimité a détruit son estime d'elle-même. Elle a demandé le divorce? Non. Ce qu'elle a fait, c'était bien pire. Bethany avait toujours tendance à tout intérioriser. À se blâmer. Et j'étais trop stupide pour comprendre ce qu'elle vivait. Elle parlait de moins en moins à ses proches. C'était d'ailleurs une pratique encouragée dans la communauté, couper les ponts avec ceux qui nous retenaient, spirituellement. Taran O'Brien se souvient de l'une de leurs dernières conversations. Elle m'a dit, Taran, si rien ne change, je ne sais pas ce qu'il va se passer. Mais elle ne parlait jamais directement de Tyler ou du groupe. Toujours d'elle. Et avec une haine de soi effrayante. Environ 6 semaines après le mariage, Bethany montra des signes de grande détresse psychologique. Elle devenait de plus en plus déprimée. Elle disait, mon âme est perdue. Je vais aller en enfer. Et moi, je ne comprenais rien. Rien du tout. Personne. Ni sa famille ni ses amis. Ne savait qu'elle avait été brièvement internée en psychiatrie. Elle avait exprimé des pensées suicidaires et menacé de boire du liquide lave-glace. Vous en avez parlé à ses parents? Non. Elle ne voulait pas qu'ils le sachent. Et je le regrette amèrement. Même si leur mariage était une façade. Tyler ne croyait pas qu'elle irait jusqu'à se suicider. J'ai cru qu'elle faisait semblant. C'était mon esprit tordu. Pour moi. Elle jouait un rôle. Le 29 octobre 2012. Tyler organisa une intense session de prière. Il exigea que les membres choisissent la communauté ou leur propre égoïsme. Bethany, assise contre un mur, recroquevillée, le visage figé par la peur. Elle semblait brisée. Tyler, lui, était à bout. J'étais vide. Je ne savais plus quoi dire. Plus quoi faire. Et si j'avais été un bon mari, j'aurais dû aller lui parler. Mais je ne l'ai pas fait. Le lendemain, Bethany alla travailler comme infirmière. 12 heures plus tard, la détective Penny Cole du bureau du shérif du comté de Jackson fut appelée au lac Longview. Une femme avait été retrouvée morte dans un van. Quand vous êtes arrivé, où était le véhicule? Garé ici, face à la lisière des arbres. À l'intérieur du van, à l'arrière, penchée contre la vitre, se trouvait Bethany Deon.
Sa tête était recouverte d'un sac plastique. Près d'elle, une bouteille vide de somnifère en vente libre. Une lettre d'adieu avait aussi été retrouvée. Tout laissait penser à un suicide. Mais quelque chose clochait. Quand j'ai parlé à Tyler, je n'ai pas vu la moindre réaction attendue de la part d'un tout jeune marié. Ça m'a glacé. Moi, je sentais que j'allais m'effondrer. Je faisais tout pour ne pas sombrer. Tyler tenta d'appeler les parents de Bethany pour leur annoncer la terrible nouvelle. Mais ne parvint pas à les joindre. Pendant ce temps, à Dallas, des amis de la famille s'assirent face à Carol et Eric Lidlin. Bethany n'est plus parmi nous. Comment ? Demanda Carol. D'une voix tremblante. Elle s'est ôté la vie. Le choc fut absolu. Écrasant. Inimaginable. Le médecin légiste déclara que la mort de Bethany était un suicide. Mais Carol refusa d'y croire. Non. Non. Quelque chose ne va pas. Il faut que vous revoyiez tout ça. Vous n'avez pas terminé. Le corps de Bethany fut transporté à Dallas pour ses funérailles. Des centaines de personnes se pressèrent dans l'église de la famille pour lui dire adieu. Mais alors que la cérémonie s'apprêtait à commencer, Carol reçut un appel totalement inattendu. Nous devons récupérer son corps. Dit la voix à l'autre bout du fil. Ne l'enterrez pas aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que Micah Moore, ami proche de Bethany et ancien partenaire sexuel de Tyler, venait de se présenter au poste de police. Et il avait avoué avoir tué Bethany. Que diriez-vous à sa famille ? Lui demanda un enquêteur. Pour Carol, apprendre cette confession, ce fut comme perdre sa fille une seconde fois. Comme si elle mourait. Encore. Micah était venu de son plein gré. Il voulait parler. Et ses paroles changèrent tout. Son aveu confirma les soupçons du détective Penny Cole, ce n'était pas un suicide. C'était un meurtre. Il semblait hésitant. Dit-elle. Comme s'il attendait une approbation. Comme s'il ne pouvait parler qu'avec la permission de quelqu'un d'autre. Finalement, il déclara. C'est moi qui ai tué Bethany. J'ai mis le sac sur sa tête et j'ai maintenu. Jusqu'à ce que son corps se mette à trembler. Tout correspondait. Le sac plastique avait été aspiré dans sa bouche. Ses yeux étaient ouverts, ce qui est rare dans les overdoses médicamenteuses. Elle était éveillée. Ce n'était pas une mort douce. Et pourquoi Tylenol PM ? Elle était infirmière. Elle savait exactement ce que ça faisait. Elle a travaillé 2 jours avant sa mort. Elle n'aurait jamais choisi ça. Murmura Carol. De plus, Bethany avait été retrouvée avec des cartes de remerciement pour son mariage inachevé. En train d'être écrite. On aurait dit qu'elle écrivait dans le van. Avant d'être interrompue. Quant à la lettre d'adieu trouvée dans la voiture ? J'ai choisi cette chose mauvaise. Je l'ai fait parce que je ne serai jamais une vraie personne. Ça ne lui ressemblait pas. Du tout. Alors, pourquoi Micah avait-il avoué ? Peu après la mort de Bethany. Les dirigeants de l'International House of Prayer, IHOP, outrés par les révélations sur Tyler, convoquèrent tout le groupe. Le message était clair. Vous avez 2 choix, rester avec Tyler. Ou rester avec IHOP. Pas les deux. Tyler ne faisait plus partie de l'église. Et c'est là, lors de cette réunion, que Micah craqua. Il demanda à être conduit à la police. Dans sa confession, dit l'enquêteur Ben Kenny, Micah nous a donné des détails jamais révélés au public. Des choses que seul quelqu'un présent sur les lieux aurait pu savoir. Mais le plus bouleversant fut le mobile. Tyler Deon lui aurait demandé de tuer Bethany. Et ensuite, la police est venue me chercher. Dit Tyler. Je me suis dit, il doit y avoir une loi dans le Missouri qui rend quelqu'un responsable du suicide d'une autre personne. Mais, Micah était menotté. Pourquoi Micah est-il en menottes ? Demandai-je. Je ne comprenais rien. Tyler ignorait que Micah avait avoué. Et sa réaction ? Non. Non. Ça n'a aucun sens. Mais l'enquête avançait. Micah raconta à la police qu'avec d'autres colocataires, ils avaient drogué Bethany avec un antipsychotique, la Seroquel, et l'avaient agressée sexuellement. À plusieurs reprises. Et Bethany s'apprêtait à parler. À consulter un thérapeute. Alors, selon Micah, Tyler lui avait dit de la tuer. Parce qu'il savait qu'il en était capable. Les membres du groupe avaient leur libre arbitre. Affirma Tyler.
Mais, ça ne ressemble pas à ce que nous avons vu, dit l'enquêtrice. Il y avait un contrôle excessif. Et pourtant, Tyler rejetait cette image de gourou manipulateur, diffusée dans les médias. C'est absurde. Ce n'est pas ce que j'étais. Tout le monde m'a quitté en une journée. Bethany. Mes amis. L'église. Tout parti. Si j'étais un chef de secte. J'étais vraiment un très mauvais chef. Mais malgré les accusations, Tyler n'était pas arrêté. Seul Micah fut inculpé. Qu'avez-vous à dire sur Tyler? Demanda-t-on à Micah. Le procureur du comté de Jackson inculpa Micah Moore pour meurtre au premier degré. Nous pensions avoir une affaire solide. Dans toute enquête, un aveu est 99% du travail. Mais l'affaire prit un tournant inattendu. Tyler évoquait certaines pratiques avec les hommes de la communauté comme des expériences religieuses. Vous avez manipulé plusieurs hommes pour avoir des relations sexuelles avec vous. C'est bien ça? Non. Ce n'est pas exact. Alors, corrigez-moi. Je n'ai jamais eu de rapport sexuel avec qui que ce soit. Mais face à l'insistance des enquêteurs, il finit par admettre. D'accord. Il y a eu des moments où nous étions couchés. Sur un lit. Il y a eu des mains là où elles ne devraient pas être. Et 2 fois. Il y a eu du sexe oral. Les policiers, eux, continuaient de soupçonner fortement l'influence de Tyler. Surtout sur Micah. Pourtant, l'enquête ne tenait pas. Les preuves médico-légales ne correspondaient pas du tout aux aveux. Micah avait affirmé que Bethany avait été droguée avec de la Seroquel avant d'être agressée sexuellement. Mais aucune trace de ce médicament ne fut retrouvée dans son corps. Et sur les lieux? Aucun ADN. Aucune empreinte. Nous n'avons rien pour appuyer autre chose que cette confession. Avoua un enquêteur. Est-il possible que ce ne soit pas un homicide? Oui. Si d'autres preuves apparaissent. Pour l'instant, on penche toujours vers le meurtre. Mais l'équilibre est fragile. Micah avait avoué. C'était un fait. Mais que vaut un aveu? Sans preuve? Comment osez-vous accuser quelqu'un d'un meurtre sans aucune preuve scientifique? Lança l'avocate de la défense. Et pourtant, le procureur poursuivit les charges. Mais alors que l'affaire semblait prête à être jugée, un nouveau rebondissement explosa. Sur les marches du palais de justice, Melanie Morgan, avocate de Micah Moore, annonça publiquement. Mon client n'a pas tué Bethany Deon. Il se rétracte complètement. Elle expliqua que la confession avait été le fruit d'un exorcisme organisé par les responsables de l'IOP. Des cris, des prières frénétiques, des langues spirituelles, des accusations. On leur criait qu'ils étaient responsables de la mort de Bethany. Dit-elle. Pour Tyler. Cela confirmait autre chose. Je pense que tout ce que Micah a dit venait d'un épisode psychotique. Pour moi, il s'agit d'un suicide tragique. Pas d'un complot. Dans un communiqué, l'IOP affirma n'avoir jamais pratiqué d'exorcisme. Ils refusèrent de répondre aux questions. Mais ils rompirent tous lien avec Tyler. Dénonçant ses pratiques secrètes, perverties et sectaires. Tyler, de son côté, finit par reconnaître qu'il portait une part de responsabilité dans la mort de Bethany. Est-ce que je l'ai poussé au suicide? Je crois que c'est un peu fort. Mais, oui, j'ai une vraie responsabilité. Bethany méritait un mari droit. Stable. Pas un homme qui luttait contre son homosexualité. Elle n'aurait jamais dû vivre ça. Le procureur se retrouva face à un dilemme. Pouvait-il réellement aller jusqu'au procès? Après 2 ans d'enquête, les détectives Penny Cole et Ben Kenny durent se rendre à l'évidence, sans preuve matérielle. Le procès ne tiendrait pas. 2 semaines avant l'ouverture prévue, les charges contre Micah furent abandonnées. Nous n'avions pas assez pour garantir une condamnation. Dirent-ils. S'il allait au procès et perdait, il ne pourrait jamais réessayer. Quelle a été votre réaction? Un chagrin profond, dit Carol. Pour Tyler. La nouvelle fut bouleversante. J'aurais cru ressentir un soulagement total. Mais j'ai pleuré toute la nuit. Et la suivante. J'étais en colère. Qu'on ait laissé ça traîner si longtemps. Micah Moore refusa de parler à la presse. Mais il publia des messages en ligne. Il y accusait l'IOP de manipulation. Et exprimait des remords profonds d'avoir suivi aveuglément Tyler Deon. Contre qui êtes-vous le plus en colère?
demanda un journaliste à l'ami de Bethany. Contre Tyler. Pour sa trahison. Pour sa manipulation. Pour avoir volé son identité. Depuis 2 ans. Tyler suit une thérapie. Ses anciens thérapeutes affirment qu'il a pris conscience de l'impact de ses actes. Mon incapacité à gérer le fait d'être gay. L'ignorance. La honte. Le rejet de soi. Tout cela a joué un rôle. Si j'avais été capable de l'assumer, Bethany serait peut-être encore en vie. Mais malgré sa volonté de reconstruire sa vie, son passé le hante. Il a perdu un emploi à cause de recherches Google sur son nom. Vous nous avez demandé de ne pas mentionner où vous vivez ni où vous travaillez. Pourquoi? Parce que cette histoire nous poursuit. Ma famille et moi. C'est difficile. Craignez-vous pour votre sécurité? Oui. Et honnêtement, ce que je voudrais le plus, c'est que vous n'ayez jamais diffusé cette émission, et que vous nous laissiez vivre notre vie. Pour Taran O'Brien. Une question la hante encore. Pourquoi n'avons-nous rien vu? Pourquoi n'avons-nous pas reconnu la toxicité de cette communauté avant qu'il ne soit trop tard? Si vous êtes parent, dit-elle, ne laissez jamais quiconque se mettre entre vous et votre enfant. Quand un enfant commence à changer, à s'éloigner, à perdre son identité, agissez. Tyler ne les a pas seulement coupés de leur famille. Il leur a volé qui ils étaient. Pendant 2 ans, Carol Lidlin a été la voix de la famille. Mais lors de la dernière interview, Eric, le père de Bethany, a enfin pris la parole. Et ce qu'il dit fut un coup de tonnerre final. Nous partageons certains constats, mais pas la même conclusion. Moi, je pense que Bethany était profondément dépressive, et qu'elle n'a pas été suffisamment protégée dans son état de fragilité. Et je crois qu'elle a mis fin à ses jours. La police, elle, n'est pas convaincue. L'affaire est toujours ouverte. Pourquoi est-ce toujours une enquête active? Parce que c'est un homicide non résolu. Il n'y a pas de prescription pour le meurtre. Y aura-t-il des arrestations futures? Nous l'espérons. Nous continuons à chercher. Est-ce que Tyler est suspect? À ce jour, rien n'indique qu'il soit directement impliqué. Et indirectement? Je préfère garder ça pour une autre fois.